Nouvel épisode de Sauce Secrète. Aujourd'hui, je reçois Océane Testa. Alors, Océane, vous allez voir, c'est très intéressant. On aborde un sujet dont on n'a pas encore parlé. C'est comment est-ce que, en plus de son activité de freelance, donc dans le cas de Océane, c'est de la rédaction SEO, comment est-ce qu'on peut aller ajouter une offre d'accompagnement, de coaching en plus pour diversifier ses sources de revenus, pour signer des clients qui n'auraient pas le budget pour la prestation de services et pour aller augmenter son plafond de chiffre d'affaires. Donc on parle beaucoup de ça, c'est super intéressant, vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes. Vous allez voir que l'épisode monte en puissance à mesure qu'on avance. Donc très heureux de l'avoir enregistré. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Océane. Et je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. Salut Océane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Coucou Valentin, merci à toi. Alors, j'ai fait un épisode avec Fanny, que tu connais, Fanny Kayazo. J'ai vu que vous vous étiez vus en plus récemment. Et à la fin, je lui demandais qui est-ce qu'elle me recommandait d'inviter. Et en fait, elle a cité ton nom. Et elle m'a dit, Océane, elle est particulièrement pertinente sur les sujets mindset. Et une thématique que moi j'aime beaucoup. Donc, voilà, je te mets tout de suite les attentes. Elles sont élevées. Ouais, je dis ça en rigolant, mais voilà. En tout cas, je suis content de parler avec toi. Toi, t'as une double casquette. Donc d'abord, tu as été rédactrice web SEO. Et ensuite, aujourd'hui, as créé ta boîte où tu donnes des coachings pour faire du SEO aussi. Je propose qu'on aborde les deux aspects, parce que je pense que les deux aspects sont très intéressants, en démarrant juste par la partie rédactrice SEO, qui est un peu le début de ton parcours, j'imagine. Est-ce que tu peux nous dire comment l'aventure freelance a démarré pour toi? Ouais, donc j'étais en voyage quand ça a commencé, hem et je me suis dit: «OK, là, j'ai pas envie de retourner au salariat». J'étais là en train de voyager et en sac à dos, mode backpacker et hem et j'avais fait un petit peu de salariat, en fait. Donc j'avais un petit peu bossé dans une banque pendant 3 mois. Après j'ai posé ma démission. Ah ouais, Hem 3 mois et démission? Ouais, en fait, normalement, je devais rester 6 mois parce que j'étais déjà censée repartir après, mais après 3 mois, en fait, j'étais au bout de ma vie. Je pleurais, tous les soirs en rentrant de chez moi et j'étais là: «Mais qu'est-ce que j'ai été faire, en fait, dans une banque?» Donc ben, j'ai démissionné, je me suis dit: tant pis». Et alors c'est en voyage, que j'ai rencontré, c'était au Guatemala, une nana qui me disait: «Ouais, moi, je vais lancer mon business en ligne», tout ça. Je me suis dit: «Ah, trop cool» et elle, elle voulait lancer un business, mais vraiment rien à voir. Et alors moi, je savais bien que j'aimais bien écrire parce que j'avais un blog, ben, un blog voyage. Et alors j'ai tapé sur Google, ben, quel métier pour vivre de l'écriture avec d'abord comme objectif de monétiser mon blog voyage. Puis je me suis dit: Non, je laisse tomber ça. Je pars dans la rédac, je me suis formée et après ça a commencé comme ça. Comment t'as trouvé tes premiers clients, tu t'en souviens? Oui, mon tout premier client, c'est une histoire un petit peu drôle justement, parce que je l'ai rencontré, dans le train. C'était, donc moi quand je me suis lancée en rédac, je voulais vraiment, vraiment trouver des clients. Il y avait pas de plan B, c'était je vais en trouver. Et alors du coup, je parlais à tout le monde de ce que je faisais, mais vraiment à tout le monde. Je rencontrais quelqu'un pendant 5 minutes, je suis rédactrice web, je fais remonter des sites sur Google. Même si je l'avais encore jamais fait, je me disais, «C'est bon, j'ai la recette, je saurais, je saurais la faire». Et alors ouais, ben, j'ai commencé à jouer aux cartes avec quelqu'un dans le train et du coup, on a commencé à échanger, à expliquer un petit peu, ce qu'on faisait et un jour, j'ai publié sur mon Facebook, un truc pour dire: «Je suis rédactrice web, je me lance» et vu que je l'avais ajouté sur mon Facebook, il m'a dit: «Ah mais tiens justement le patron dans la boîte dans laquelle je travaille, cherche quelqu'un pour gérer le SEO. Est-ce que ça te dirait?» Et je dis: «Oui, oui, bien sûr» et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé, mon tout premier client. Et c'est drôle, moi j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est, «Vendre, ça démarre juste par une discussion» et Ouais. souvent, en fait, on n'ose pas parler aux gens et surtout on se met pas en situation où on pourrait parler de ce qu'on fait et donc bah, forcément ça déclenche rien et donc des fois, c'est juste des discussions, banales comme tu le dis, quoi et un truc, intéressant, c'est que tu me disais, même si je l'avais pas encore fait, j'étais déjà convaincu que je pouvais le faire et moi, tu sais, je vois beaucoup de freelances qui se lancent et qui
qui vont mettre beaucoup, beaucoup de temps avant de se sentir légitime, de pouvoir commencer à oser vendre des prestations ou oser bosser vraiment pour un client. D'où ça te vient, ce truc, cette confiance en toi de dire, bah, c'est pas grave, je l'ai pas fait, tant pis, je me débrouillerai. Heu, alors je suis nulle en cuisine, mais c'est vraiment ce truc quand même de la recette, en fait. C'est vraiment ce truc de je me dis: «Il y a une recette», donc dans ma formation, on m'a donné une recette, on m'a dit que ça fonctionne pour faire, remonter un site sur Google et bah, moi je me dis: «OK, ça fonctionne, donc trop bien» et je me dis: «Bah, il faut tester maintenant, donc il faut que quelqu'un accepte que je puisse, tester sur son site» et je fonce. OK. Et tu te rappelles combien t'as vendu ta première mission? Ouais. Ouais, ouais, c'est un client que j'ai gardé assez longtemps en plus, c'était de la rédac. Alors moi, on me disait: «Il faut tarifer au mot». Quand je me suis, formée, c'était oui, tarif au mot. Sauf que tout le monde, à ce moment-là, mettait genre 5, 7 centimes le mot pour commencer. Et je suis en Belgique, donc 5, 7 centimes le mot, ça me faisait, 50 € un article. Je me suis dit: «Il y a pas moyen en fait». En Belgique, tu peux vraiment couper par 2 et encore, ce que tu gagnes. Donc moi, on m'avait dit: «Tu coupes vraiment minimum par 2 et je me disais: «Je vais gagner 25 € pour faire un article, de blog». En plus, c'était sur les extensions de maison, donc un sujet, je connaissais rien. Ça allait me prendre quand même un peu de temps et et j'ai perdu ma pensée. Du coup, tu t'es dit: «Je vais facturer plus cher que 5 centimes le mot», c'est ça? Ah oui, c'est ça et alors je me suis dit: «Ben, je vais y aller sur, du 9 centimes, en fait» et alors du coup, j'ai facturé 9 centimes le mot et après, je me suis rendu compte que c'était toujours pas assez, mais j'ai Ouais. commencé, par, 9 centimes le mot et donc c'était, ouais et du coup, je me retrouvais avec des factures trop bizarres et mon client m'avait dit c'est lui qui m'a fait réaliser ça, il m'a dit: «Mais tes factures, elles sont bizarres, Océane, parce que tes articles, ils coûtent une fois 93 €, une fois 97,5 €, enfin, il me disait: «C'est un peu voilà, c'est des chiffres un peu bizarres, pourquoi tu arrondis pas et on dit un article, ben, c'est, par exemple 100 €?» Ouais. OK. C'est marrant, ce truc de: «Ah, je passe de 5 centimes à 9 centimes, le mot». Tu as l'impression de faire un jump énorme et d'augmenter tes prix de manière, tu vois, limite, inconcevable et après tu te rends compte que en fait, c'est vraiment beaucoup trop bas et il y a encore plein d'autres niveaux que tu peux débloquer plus haut mais c'est marrant cette psychologie du prix quand tu démarres où tu as l'impression que c'est dur de monter ton prix alors qu'en fait, bah, on va en parler aussi mais c'est beaucoup de la psychologie quoi, le prix. Ouais, à ce moment-là, pour moi, c'était plus des mathématiques qu'autre chose. C'était vraiment, OK, combien d'articles je dois faire pour, à la Mmh. fin, avoir tel chiffre d'affaires. Donc moi, c'était, je voulais le plus rapidement possible faire les 2 000 parce que même 2 000 pour moi, dans ma tête, c'était je garde 1 000 € sur les 2 000 Ouais. donc c'est pas et donc je voulais très rapidement aller chercher même les 4 000 pour avoir 2 000 donc ouais, en fait, c'était plus des mathématiques dans ma tête, si tu veux. Ouais, c'est vrai que tu as plusieurs manières d'approcher le prix. Tu peux te dire, si je veux facturer tant et être rentable, bah, du coup, combien d'articles je dois vendre à quel prix? C'est un peu le calcul que tu as fait. Et tu peux aussi t'approcher en disant: «OK, ne même pas réfléchir à ça, mais juste, c'est quoi la valeur de ça? Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice pour un client? Et comment est-ce que moi, je peux plutôt capter une valeur de ça?» Et c'est marrant à quel point tu Ouais, peux prendre le truc par plein de morceaux différents, quoi. tout à fait d'accord. On était en quelle année là pour qu'on situe bien tes débuts? J'ai commencé je me suis formée de fin 2019 et j'ai commencé 2020. Plein Covid, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite, comment ça évolue pour toi? Est-ce que tu te dis, «OK, cette mission, elle est trop bien, je continue»? Est-ce que tu continues à trouver des clients dans le train? Comment ça se passe, la suite de ton activité? Donc ouais, comme je disais, moi, l'idée, c'était vraiment je veux trouver des clients, donc j'en parle partout et alors, tout ce qu'on me disait: «Ça sert à rien de le faire», je l'ai fait. C'est-à-dire, on me disait: «Ça sert à rien d'avoir son site internet quand tu es rédac», j'ai créé mon site internet. On me disait: «Ça sert à rien d'être sur Instagram», je suis allée sur Instagram. Enfin voilà, on me disait juste: «Il faut prospecter» et j'ai prospecté, mais je me disais: «C'est bon, envoyer, 10 000, mails par jour, je le sentais pas trop non plus». Donc j'ai vraiment fait plein de choses, Pas tout parce qu'en fait, essayer. j'avais du temps. J'avais du temps, je me disais, «Let's go, je vais sur Instagram». J'ai même essayé, LinkedIn, j'ai essayé, ben, la prospection et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des clients un peu de chaque façon finalement. Chaque manière m'a rapporté mes premiers clients donc sur Instagram, j'ai trouvé,
un de mes plus gros clients à 1 500 € par mois qui était dans la formation pour, devenir community manager. Et du coup, en fait, c'est parce qu'au début, je participais à ces challenges et ça m'intéressait ce qu'il faisait. Un jour, on échangeait, il m'a dit: «Tu connais pas quelqu'un pour, gérer mon SEO?» Et j'ai dit: «Bah, moi, moi, en fait». Et du coup, voilà, j'ai trouvé des clients comme ça. Un autre, c'était de la prospection parce que de base, j'ai étudié le chinois. Du coup, je me disais: «Il faut que je trouve un site qui, OK. sur la Chine, en fait». Et Mmh. donc j'ai démarché tous les sites sur la Chine. Enfin voilà, un peu comme ça, en fait, c'était vraiment, plein de façons de faire qui m'ont rapporté des clients à différents niveaux. Ouais, non, mais c'est clair que sur internet, tout le monde va essayer de te vendre, la méthode magique, la recette magique et cetera. Mais en fait, quand tu te rends compte que tout fonctionne, tous les canaux fonctionnent, Instagram ça fonctionne, le SEO ça fonctionne, LinkedIn ça marche, YouTube ça marche, à condition de bien le faire et de le prendre au sérieux. Ce Mmh. qui marche pas, c'est, de faire un peu de tout, mais de faire rien vraiment bien et de te lasser trop vite et d'abandonner trop vite, parce que tu as pas de résultat. Tu te rappelles, heu, quel, effort tu mettais? Tu disais que tu avais du temps. Quel effort tu mettais dans ta recherche de clients? Est-ce que c'était une demi heure par jour? Est-ce que c'était, 2 heures par jour, Ouais. Alors, ça devait être quelque chose comme 1 heure et demie par jour de prospection. OK, Et après, je j'en pouvais plus. ouais. Et ensuite je publiais environ 3 fois par semaine sur Instagram. Et voilà, donc c'était principalement Et ton ça. site? Et mon site internet, ça c'était vraiment le projet, on va dire, à côté. Donc en fait, mon site, c'était pas directement pour attirer des clients. C'était plutôt parce que si j'allais dans des endroits et que je disais ce que je faisais, bah, j'avais envie de pouvoir, rediriger vers un site internet parce que je disais: «Je fais du SEO pour les sites internet». Après, on me disait: «Ton site internet?» Et j'étais: «Bah, j'en avais pas». Ouais. Donc je me sentais pas super à l'aise, moi, avec, ça. Donc c'était pas vraiment pour trouver des clients, c'était plus, et vu que j'avais déjà créé un site, ça m'a pas pris énormément, énormément de temps. Et c'était peut-être, ouais, c'était une demi heure par-ci, une demi heure par-là quand, voilà, tu vois, quand je trouvais du temps. Ouais, tu voulais éviter le côté cordonnier mal chaussé, je vends un truc, mais moi-même je fais pas ce que je dis, quoi. Et du Ouais, coup, tu trouves, plusieurs clients. Est-ce que tu fais évoluer tes tarifs? Est-ce que tu restes sur de l'article SEO? Comment est-ce que se structure et se développe ton activité? ouais, donc moi, je suis toujours restée sur du SEO parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Hem Et j'ai assez alors d'abord c'était vraiment je prenais ce qu'il y avait. C'était vraiment je veux travailler, je Mmh, prends, ce qu'on me donne, mmh. mais sans non plus rabaisser mon truc du minimum 9 centimes le mot. Mais voilà. Et alors s'il était question d'une fois, alors maintenant je dirais pas que je suis pour, mais je l'ai fait aussi, d'une fois écrire un truc gratuitement juste pour montrer ce que je sais faire et après avoir un client sur le long terme qui me donne autre chose, j'étais prête aussi à faire ça. Et après, en fait, j'ai eu ce client qui m'a dit: «Mais c'est bizarre tes factures avec 92 €, 105 €, selon le nombre de mots. Fais-moi un forfait». Là, j'ai augmenté, mes tarifs et j'ai réussi en négociant à demander un forfait à 150 € l'article. Et ensuite, donc j'ai commencé, voilà, à trouver mes clients et à un petit peu augmenter. Je tournais autour des 150 € par article, ce qui n'était pas énorme, mais ce qui me permettait d'avancer. À un moment donné dans l'histoire, j'ai lancé mon coaching SEO, mais ça, je vais pas en parler maintenant parce que sinon On ça le garde pour plus tard, voilà, c'est ouais. ça. C'est un peu trop complexe. Mais ensuite, je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner par, un coach, business plus mindset, c'était. Parce que j'avais vraiment ce truc de, j'ose pas augmenter mes prix, j'avais déjà le truc de me dire: «Je suis déjà plus mes tarifs sont déjà plus élevés que toutes les rédactrices que je connais». Mais moi, ça me va toujours pas. Mais voilà, j'avais un peu ce truc de me comparer aussi à ce qui se faisait sur le marché. Donc j'ai suivi enfin voilà, j'ai pris un coach et là on a travaillé des offres, et c'était très, très intéressant parce qu'il m'a dit ce truc de: «C'est quoi le résultat final et c'est quoi les étapes pour y arriver et ensuite tu fixes le tarif une fois que tu as vraiment les étapes au lieu de juste vendre des articles comme ça». Et là, j'ai proposé de la presta SEO un peu plus générale où je faisais 4 articles de blog, un backlink, le suivi des résultats, enfin, tu vois, un truc, ça restait fort axé blog parce que ma cible à ce moment-là, c'était les infopreneurs, coachs, formateurs. Donc on restait quand même sur du blog, mais pas juste je viens et je rédige, un truc, plus global et ça, je le vendais à 1 500 €.
et bah, en fait, c'est lui qui m'a dit: «Donc bah, maintenant, il va falloir trouver des clients», et alors, je me suis dit: «Bah, j'ai déjà des clients, en fait, donc je vais aller leur proposer ça», et je suis passée avec certains clients de forfait à 800 € à ce forfait-là à 1 500. Ah donc ouais, c'est un peu comme ça la partie rédac et SEO, c'est un peu comme ça que Mmh. ça a évolué. Super intéressant. Comment tu te rappelles comment tu as fait pour, transformer un client qui te paye 800 en il te paye, le double et quasiment à 1 500? C'est quoi un peu les comment tu t'y es pris? Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit: «Salut, j'ai créé une nouvelle offre pour gérer le SEO de manière plus globale. Ça va être trop cool. Est-ce que tu veux qu'on fasse un appel pour en discuter?» Et donc c'était un client avec lequel je bossais déjà depuis 1 an et demi. On avait déjà de chouettes résultats. Juste avec les articles, on avait déjà, fait Mmh. passer son site, je pense à, mmh, je crois qu'on était à 10 000 visites mensuelles alors qu'on avait démarré de presque zéro. Hem et voilà donc j'ai eu un appel et j'ai fait un peu comme un appel de vente, on va dire. Donc d'abord, j'ai reposé des questions. Il me semble que j'avais fait un audit aussi, un audit où je lui avais montré, ben, voilà, pour le moment, avec tout ce qu'on a mis en place, on a réussi à atteindre ces résultats-là. C'est trop cool. Mais en fait, si on travaillait aussi ça et ça et ça, moi, je suis sûre qu'on pourrait aller chercher plus. Et en fait, lui, il, déléguait ses backlinks à quelqu'un pour 600 € par mois. On lui trouvait 2 backlinks. Donc je me suis Mmh. dit, bah, donne-moi la partie backlinks et comme ça tu as plus à payer enfin voilà, mais c'était super cher. Moi, je trouvais quand même ces 2 backlinks parce qu'en plus c'était un peu n'importe quoi et du coup, il a arrêté un peu de l'autre côté. Il m'a permis de reprendre aussi, cette partie-là et voilà. Donc je pense Ouais, que c'était vraiment par l'appel et le fait qu'il y avait déjà une confiance en fait, qui était établie parce que sinon on ne trouve pas les tarifs comme ouais, ça. ouais. Puis je note que tu as aussi fait l'effort de te demander: «OK, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui serait pertinent? Quel autre problème tu peux résoudre pour lui? Et quelle valeur tu peux apporter en plus de ce que tu fais déjà pour justifier un tarif, plus élevé?» Ouais, Et c'est ça. ouais. Et c'est vrai que quand tu sais, quand tu démarres en freelance, tu as l'impression que quand tu bosses avec un client, tu sais, il te paye pour, une mission précise et en fait, c'est tout. Mais tu peux toujours sortir du cadre, tu peux toujours aller proposer plein de choses et tout est toujours sur la table à condition de bien l'amener et de toi montrer la valeur que tu pourrais apporter, en fait. Et une fois que tu as créé le lien avec, ton client, bah, tu peux potentiellement lui vendre plein de trucs en plus derrière, quoi. Totalement, totalement. En fait, je pense qu'il faut toujours partir de: «J'ai envie d'aider mon client». Mmh, En fait, ça doit vraiment être ça la base de la base, c'est: «J'ai vraiment envie d'aider mon client, comment est-ce que je peux l'aider encore plus?» Et que moi je sois pas perdante non plus dans l'histoire, en fait. Donc ouais. et c'est là, en fait, où ça carbure toujours à me demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider encore plus, pour avoir encore plus de trafic sur son site internet. Parce qu'il y a aussi ce truc en SEO, moi je me disais: «Plus mon client réussit, plus j'ai de preuves sociales aussi». Donc c'est chouette Mmh, pour lui parce qu'en plus lui, il génère plus d'argent, il peut mieux me payer et en plus de ça, j'ai de la preuve sociale pour attirer, d'autres clients. ouais, ouais. Et en fait, là, tu te rends compte que ton rôle, en fait, c'est limite d'être une partenaire marketing slash partenaire business avec ton client et comme tu dis très bien, bah, si ton client est réussi, bah, il y a de fortes chances qu'il continue à bien vouloir bosser avec toi et te payer, et que toi tu puisses en parler aussi derrière donc ouais. Et un truc, dont je voulais parler avec toi aussi, c'est, j'ai l'impression qu'en tant que rédactrice SEO, tu as vite identifié en fait, l'avantage des articles SEO, c'est que à la fois, c'est le truc un peu le entre guillemets «facile» pour démarrer. Tu vois? Tu peux facilement, commencer à facturer de l'argent, mais tu peux vite atteindre un plafond de verre et te dire: «En fait, OK, mes articles, une fois que je les vends 150 €, mine de rien, c'est pas très élevé et en fait, ton chiffre d'affaires, il va vite être, plafonné et vite être limité et tu vas quand même beaucoup bosser pour, avoir, un petit chiffre d'affaires». Et donc c'est comment est-ce que tu sors de ce piège un peu? En fait, tu cra moi, ce que je vois beaucoup, c'est tu cravaches pour faire beaucoup d'articles mal Ouais. payés et du coup, tu as pas de temps, tu as pas d'énergie, tu as pas de ressources pour trouver des meilleurs clients, pour essayer de bosser des offres, pour aller plus cher et j'ai l'impression que toi, tu as vite identifié cette espèce de problème et tu t'es dit: «En fait, il faut que je m'en sorte». Parce que oui, 2 000 € par mois, après les charges, c'est 1 000 €, bah, tu vis pas avec 1 000 € quoi. Non, non, clairement pas et puis je suis ambitieuse donc même, tu vois, aller chercher, 2 000-3 000 € par mois, bah, je me disais: «Bon, c'est le minimum, en fait, mais c'est pas ce vers quoi je veux vraiment, tendre».
Et attends, et c'était quoi ta question, pardon? Non, en fait, ouais, je c'est pas forcément une question, mais c'était juste, je note que toi, tu as tout de suite eu ce truc de: «Je veux pas avoir de plafond à 2 000 € par mois, même 3 000 € en freelance, je veux passer un cap» et toi, pour passer ce cap-là, tu as commencé, après, tu as lancé ton coaching, mais tu as commencé par structurer tes offres, retravailler ce que tu proposais, c'était ça, en fait, tu l'avais en tête? Ouais, en fait, c'était ça. En fait, il y avait le truc de gagner plus, mais il y avait surtout le truc de fatigue. Il y avait le truc Mmh. de, quand je rédigeais 2 articles sur une journée, mais moi, j'étais au bout du rouleau, hein. Vraiment, j'avais l'impression Mmh. qu'on avait pris mon cerveau et qu'on l'avait bien essoré comme ça et puis j'étais là, donc ouais, je j'ai assez rapidement eu ce réflexe de me dire, et le coaching, ça arrivait un peu en même temps que la structuration de mon autre offre, en fait. Donc je me suis vraiment dit: «OK, là, je veux me déta» j'adorais écrire, en fait, de base, mais là, j'étais en train de me dégoûter vraiment de l'écriture, à ne faire que ça. Et alors je me suis dit: «Bah, le but, c'est pas de m'en dégoûter parce qu'au fond de moi, c'est vraiment un truc que j'aime et comment j'élargis pour apporter plus de valeur à mes clients, pour moi aussi faire des trucs qui me plaisent plus et ne pas, enfin, ouais, rédiger peut-être 3 articles, sur ma semaine et pas 8». Ouais et du coup, parce que j'imagine que tu as dû voir, pas mal de rédacteurs, rédactrices, depuis tes débuts. Hem, Ce qui m'intéresse toujours de me demander, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont réussir et qui vont durer et ceux qui, à un moment, vont jeter l'éponge et vont, reprendre un job ou faire autre chose? Est-ce que tu arrives à identifier, des points? Je c'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Je pense qu'il y a vraiment un ce truc de feu intérieur déjà, de base, tu vois? Il faut vraiment une vraie envie d'être à son compte et d'être entrepreneur et que ça marche, et pas juste se dire: «Ouais, ben, je fais ça, mais si je faisais autre chose, c'est un peu kiff-kiff». Enfin, tu vois? Il y a ce truc de je sens au fond de moi que je veux réussir et je me dis: «Je vais me donner les moyens d'y arriver» et ensuite, bah, c'est se donner les moyens d'y arriver, de passer vraiment à l'action et de garder, je dirais aussi, du temps pour son business. Parce que si tu es toujours, toujours le nez justement dans, le ce que tu fais pour tes clients, bah, après, toi, ton business il meurt parce que tu peux pas, te dire: «Je suis full client, ouais, trop bien, je gagne le chiffre d'affaires» et après, tu perds un client, enfin moi c'était des clients en plus à 1 500 €, donc je perds 1 500 €. «Ah tiens, qu'est-ce que je fais maintenant?» Je me remets à prospecter, je redémarre de zéro. Donc je pense qu'il y a ce truc-là de se dire: «OK, je peux bosser peut-être l'équivalent de 3 journées par semaine complètes pour mes clients et il y a 2 journées, c'est mon business, c'est des zones, on va dire, tampon où, peut-être je peux rattraper du retard ou je peux faire d'autres choses, mais avoir ce mix, je pense. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? heu, ouais, ouais, je te rejoins, sur le truc, ouais, il faut moi, j'aime bien dire, tu vois, il faut avoir la dalle de réussir, il faut vraiment que ça marche et est-ce que si tu mentionnes ce point en numéro un, c'est parce que tu vois beaucoup de rédacteurs, rédactrices qui se lancent et qui n'ont pas ça et qui le prennent un peu comme un hobby en se disant: «Ah ça va être facile, je vais pouvoir, vendre des articles et je vais pouvoir voyager et je vais pouvoir, moins bosser». Il y en a beaucoup, des gens comme ça? Mmh, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ouais, je sais pas, mais Ouais, en tout cas, il y en a qui, parfois me disent: «Oui, bah, voilà, j'hésite entre retourner au salariat et rester entrepreneuse, je sais pas trop» ou, ouais, «Oui, j'ai encore, X temps de chômage, donc on verra bien plus tard». Tu vois, il y a un petit peu ce truc de où je ressens pas toujours ce truc de y j'ai vraiment envie que ça fonctionne et j'ai vraiment envie d'être à mon compte. ouais. Est-ce que, c'est toujours possible de se lancer aujourd'hui, et faire, des articles SEO? Ou est-ce que tu penses que c'est saturé ou que le marché il a évolué ou que tu peux plus en faire? Je pense qu'on peut en faire, mais peut-être pas que ça, quoi, tu vois? Ça doit être une partie en fait, c'est la rédac exécutante selon moi qui fonctionne plus. Là, les clients, ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne d'un point A à un point B. Et alors tout ce qui était, rédac pour, des agences ou rédac ou quand j'ai commencé, il y avait les plateformes, les trucs, tu étais payé, 2 centimes le mot. Bah, tous ces trucs-là, en fait, ça, c'est fini. Maintenant, je pense qu'on peut quand même encore clairement, gagner sa vie avec de la rédac. Enfin, ça, je connais Mmh. plein de et du blog même. Ça, je connais plein de rédac qui, vivent de ça. Mais il faut
mettre de bons tarifs Ouais. et se dire qu'on voilà, qu'on garde du temps pour autre chose, quitte à avoir une autre offre sur le côté qui est beaucoup plus rentable comme, j'ai fait avec le coaching, et qui permet en fait d'avoir les 2 parce que sinon d'un point de vue mathématique, ça fonctionne pas. Si on a juste des articles de blog, hem, ouais, c'est pas suffisant, selon moi ou alors on passe vraiment tout son temps à faire que ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce que du coup, quelle a été la réflexion pour, lancer ton offre de coaching SEO, ton accompagnement? C'était juste, voilà, je suis plafonné, et je veux un autre business model, une autre source de revenus? Alors déjà, je pense que c'est un peu une sorte de jalousie, tu vois? Dans le sens où, j'ai vu donc, une coach Instagram qui proposait du coaching et c'était genre 2 000 €, un truc comme ça et il y avait genre, 6 séances, un truc de du style et moi je me suis dit: «Mais attends» et j'ai calculé et je me suis dit: «Attends donc ça veut dire que 2 000 €, elle fait 6 séances d'1 heure» et moi je calculais juste comme ça, tu vois? Je me disais: «Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi moi je passe, 5 heures sur mon article de blog et je suis payée, 200 € et là enfin, il y avait un écart qui me semblait un petit peu fou et puis même je me suis fait accompagner assez rapidement dans mon activité et quand je voyais des coachs, ceux qui faisaient tout ça, je me disais: «Ah, un jour j'aimerais bien faire ça. Ah, ça a l'air, chouette, ça a l'air bien» et du coup, ils et en plus, ben, voilà, ils sont en visio avec leurs clients, ils parlent, ils les aident sur enfin, des trucs comme ça et en fait, il y avait vraiment ce côté où, je me disais: «Ça a l'air trop bien ce qu'ils font» et en plus, ils sont trop bien payés. Et je me suis dit: «Mais c'est marrant ça, il y a enfin, pourquoi il y avait ça sur Instagram, LinkedIn, copywriting, business bien sûr». Et je me suis dit: «Pourquoi il y a personne qui fait ça sur, SEO? Est-ce que c'est parce qu'il y a pas de marché ou s» enfin voilà et du coup, bah, je me suis dit: «Tentons, tentons parce que ça pourrait être cool». Donc la base, c'était ça. Et ça, c'était en quelle année que tu décides de lancer ça? C'était 1 an après, la rédac, donc à peu près en même temps que, le coach business qui m'a aidé à restructurer, mes offres. Donc, 2021, quelque chose comme ça? Ouais, comme ça, mi-2021, ouais, un truc, comme ça. Et donc là, qu'est-ce que tu lances exactement? Comment tu réfléchis? Ouais, donc c'était le même coach qui m'avait aidée et alors là, on se dit, ben, voilà, pareil. En fait, l'idée, c'était, tu as 2 offres. Une offre 1 500 € par mois, c'est, bah, ceux qui ont du budget, en gros et une autre, c'est 1 500 € coaching. Je t'apprends à le faire, c'est une fois, et après tu payes plus, tu sais le faire. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu enfin, que j'ai construit cette deuxième offre et avec vraiment cette idée de, bah, OK, pour, qu'il puisse être autonome en SEO, il faut quoi? Ben, il faut commencer par ci, ensuite par ci et ensuite par ça. J'ai mis le plan d'action. Là, j'ai commencé à le vendre et là, j'ai fait mes 2 premières ventes assez rapidement. Mais après plus rien, ça a été le vide pendant plusieurs mois et là je me suis dit: «OK, 2 choses, soit je m'y prends, comme une quiche, ce qui est possible, soit, soit il y a pas de demande en fait et il y a de la demande pour du coaching Instagram, il y a de la demande pour du Mmh. coaching LinkedIn, mais personne veut faire son SEO soi-même, les gens trouvent pas ça assez bien». Je me suis refait accompagner. Et là, en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, c'était juste que je m'y prenais mal, que j'avais pas la bonne proposition de valeur, que j'avais pas la bonne façon de vendre cette offre-là. On a retravaillé la proposition de valeur, donc on a retravaillé l'offre aussi au passage et après, ben, ça a vendu et alors, ben, ça j'ai développé ça vraiment en parallèle de la rédac pendant plus de 3 ans. J'ai fait les 2 en parallèle. Et j'ai voilà et après on m'a aussi demandé, parce que vu que je faisais ça sur les réseaux, on m'a aussi demandé d'intervenir dans des organismes de formation. Donc j'ai un petit peu accepté aussi ça à un moment donné, mais avec vraiment cette envie de plutôt booster ma propre, offre de coaching. Ouais. Et intéressant ce truc, qu'est-ce qui a fait la différence entre, bah, tiens, j'ai vendu, 2 coachings je sais pas, en 6 mois et d'un coup, ça se vend beaucoup mieux? Heu, ça a été quoi les ingrédients qui ont débloqué, le fait que tu le vendes mieux?
En fait, je vendais du coaching comme je vendais de la rédac. C'était OK. vraiment ça et du coup, je disais: «Oui, le SEO, c'est compliqué. Oui, le SEO, ça peut prendre du temps». Mais du coup, qui a envie de faire du SEO si c'est compliqué et si ça prend du temps? Et du coup, on a vraiment switché ma coach, elle m'a dit: «Comment est-ce que tu pourrais faire pour dire: "Le SEO, ça ne te rajoute pas de travail"?» Moi, je lui ai dit: «Impossible. Le SEO, ça te rajoute d'office du travail». Elle me dit: «Réfléchis-y quand même». Et alors j'y ai réfléchi et alors, il y a eu vraiment ce switch où, je me suis demandé comment je peux aider à ce qu'ils puissent être autonomes en SEO, le faire eux-mêmes, mais vraiment en diminuant au maximum le temps que ces personnes-là vont y passer. Et du coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'un point de vue proposition de valeur. Aussi, autour de la cible, j'ai été quand même vers des personnes qui avaient envie d'écrire, quoi. Ouais. Et dans l'offre en elle-même, c'est pour ça que je dis ça a vraiment changé mon offre en elle-même parce que j'ai dû ajouter des templates, des choses des systèmes qui, d'une part, permettaient à mes clients de réduire leur charge de travail et aussi d'une autre part, d'augmenter le résultat d'un point de vue vente grâce à leur site internet. Comment transformer leur site internet en un système qui leur apporte vraiment des clients et pas juste, qui ramène, des visites avec, voilà, des stratégies sur justement, c'était encore une fois les infopreneurs, hein, moi, ma cible, donc ça ne fonctionne pas pour tous les types de business, mais par exemple, j'avais une cliente qui avait du trafic sur son site en SEO. Elle s'est quand même fait coacher parce qu'elle disait: «C'est bizarre, ça convertit pas trop» et en fait, ces appels à action, c'était des liens hypertextes. Je lui ai dit: «Mais on voit pas, en fait, donc mets, des blocs, mets des trucs, il faut que ce soit visible si tu veux, avoir des personnes qui viennent sur ta mailing list» et elle a fait x3, en fait, sur son nombre d'abonnés mailing list, très, très rapidement avec ça. Donc il y avait vraiment ce truc pour faire, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Comment est-ce que je vais vers, le rêve de mes clients, en fait? Parce que souvent, on se dit: «Non, mais, cette personne-là, elle vend du rêve», tu vois? Moi, quand on Mmh. m'a dit, «Oui, tu peux faire du SEO sans te rajouter du travail», moi, je me suis dit: «Mais non, là, je vais vendre du rêve aux gens». Et ça a switché à partir du moment où je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Maintenant, il faut que je sois innovante, que je réfléchisse à une manière pour pouvoir faire que, ben, oui, quand on le dit comme ça peut paraître, waouh, trop bien, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit vraiment possible?» Et du coup, il y avait pas de ChatGPT pour brainstormer à ce moment-là, donc si j'ai brainstormé avec moi-même, mais j'ai trouvé qu'il y avait toujours des solutions, en fait. Il y a toujours des solutions pour aller, dans la direction de ce que veulent les clients. Et de leur désir, en fait, vraiment, ouais, Mmh. de leur désir. Ouais, intéressant. Donc toi, ce que tu dis, en fait, c'est, faut pas hésiter à vendre ce que veulent les gens. En fait, c'est difficile dans l'autre sens. Comme tu disais, c'est dur de dire à quelqu'un: «Bah, si tu vas être freelance, en fait, ça va être dur, va falloir, charbonner, il y aura des périodes de mou, voilà, de stress. Si tu dis que ça, c'est pas vendeur». Hem Et en fait, ce que veulent les gens, c'est avoir une activité indépendante, travailler depuis où ils veulent, ne plus, enfin, quitter leur job. Donc vaut mieux les «accrocher» entre guillemets avec ce discours et ensuite toi, dans comment tu délivres ton produit, c'est là que tu leur montres la réalité ou tu apportes de la valeur. C'est ça ou je me trompe? Non, je suis pas sûre que ce soit ça. En fait, il faut OK, pas, non plus, dire des choses qui sont fausses. surpromettre, ouais. Tu Mmh. vois? C'est la tu la je trouve que la frontière elle est pas évidente parfois. Ouais. Non, il faut pas dire des choses qui sont fausses, ça c'est sûr, parce que, sinon c'est là où justement tu tombes dans le côté, «C'est pas éthique, tu vendeur de rêve». Ouais. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est plutôt vraiment se dire: «Que veulent les gens? Comment je fais ce qu'ils veulent dans mon offre?» Donc si par exemple la personne, elle veut trouver les personnes enfin, par exemple, elle veut se lancer à son compte, elle veut trouver des clients rapidement. Au lieu de se dire, ça va d'office prendre 1 an pour trouver des clients, c'est: «OK, comment est-ce que je peux réduire ce temps-là et comment ça si c'était possible de trouver des clients en 3 mois, comment ce comment ce serait possible, en fait?» Et en Mmh. fait, c'est de se dire: «OK, je brainstorm sur comment faire en sorte que mon prospect» et donc ça commence par la transformation de l'offre avant de transformer le message, si tu veux. Ouais, Parce que si après tu n'arrives pas à tenir ce que tu as dit, c'est là où tu as un bien problème, sûr. les gens ils sont pas Mmh. contents. Donc tu vois, c'est d'abord se dire: «Comment je leur apporte plus de résultats en faisant moins?» C'est toujours ça l'idée. Comment je teste le plus rapidement possible? Donc moi j'ai testé, hein, avec des 1ers coachés, comment est-ce que j'augmente, leurs ventes grâce à leur site internet? Comment je réduis le temps qu'ils y passent?
je teste et ensuite une fois que ça fonctionne, là, on peut l'utiliser dans le message marketing et d'office, ça va beaucoup mieux marcher dans le message marketing vu que c'est ce que désirent les gens. Mmh. Mais tu vois, c'est dans le sens, Ouais, on modifie ouais, je l'offre comprends. et plus de message marketing. Ouais, en fait, tu te demandes, et tu l'as dit, en fait, les besoins des gens, c'est comment est-ce que j'ai plus de résultats, en moins d'efforts et en moins de temps? Et donc toi, Ouais, qu'est-ce que ça implique de faire pour délivrer ça de manière réaliste et réelle dans ton offre, pour ensuite pouvoir le dire dans ton marketing? OK, intéressant. exact, exact. Et du coup, pour que juste que je comprenne bien ta logique c'était: je vends une offre de SEO, 1 500 € par mois à des entrepreneurs. Ils veulent pas tous le faire ou ils peuvent pas tous se le payer. Donc, je vais créer une deuxième offre, tu vois? J'ai l'offre 1 500 € par mois et l'offre qui est 1 500 one shot, où là, c'est juste moi, je t'apprends à le faire pour que toi, ensuite, tu le délivres. C'était ça la logique? C'est ça, pour que oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment le soit je le fais pour toi, soit tu apprends et tu le fais. Et dans tous les cas, il y a je peux te donner une solution parce que sinon j'avais ce Mmh, problème-là où je m'adressais qu'à une part du marché. Et je m'adressais seulement aux infopreneurs qui ont le budget. Mais moi, il y avait ce truc où je me disais: «Mais en fait, il y a pas qu'eux qui méritent d'être visibles sur Google». Enfin, par exemple, j'avais une formatrice d'anglais qui était trop chouette, mais elle n'avait pas encore le budget. Mais ce qu'elle faisait, c'était trop bien. Elle avait une méthode 20-80, autour des langues. Du coup, je me dis: «Bah, elle aussi, en fait, elle peut être plus visible sur Google». Et donc, c'était comment j'élargis mon marché en ajoutant une offre pour pas avoir 2 offres, ben, qui finalement se cannibalisent un peu, mmh, mais plutôt pour, pouvoir toucher, plus de monde et surtout des personnes que j'ai aussi un peu plus envie, d'aider. ouais. Et ça, du coup, hem, je trouve que c'est très pertinent et je trouve ça hyper malin. Le risque qu'il peut y avoir, c'est, heu et je pense que c'est pas le cas, mais tu me diras, mais c'est que tes prospects, ils choisissent plutôt l'offre 1 500 one shot coaching plutôt que 1 500 € par mois où tu fais pour eux. Du coup, est-ce que enfin, tu me dis si c'est le cas ou pas? Et est-ce que quand tu parles à un prospect, le prospect, il sait déjà que tu as les 2 offres? Ou est-ce que c'est plutôt: «Bon, j'ai un besoin SEO» et toi, quand tu lui parles, c'est toi qui vois quelle offre tu pousses, plutôt que l'autre? C'est une super bonne question. Donc en fait, je poussais sur mes réseaux sociaux le coaching SEO parce que OK. comme tu dis, c'est ce qui parlait au plus de personnes et moi, en fait, j'avais pas besoin d'avoir 10 clients à 1 500 € par mois. Ça me prenait déjà un client, ça me prenait une journée par semaine, tu vois? Une journée complète. Donc moi, je voulais garder, 2 journées pour mon business, donc à un moment donné, je pouvais en avoir 2 sur cette offre-là. Donc en fait, j'ai trouvé mes 2 premiers clients sur cette offre-là et ensuite, ben, j'avais de temps en temps des personnes j'avais des personnes qui me contactaient et qui me disaient: «Oui, salut, je vois que tu fais du coaching, mais moi, j'ai pas trop envie de le faire moi-même. Est-ce que tu délègues?» Et du coup, en fait, c'était un message privé que je disais: «Ah bah oui», et alors on en parlait et je suis allée jusqu'à vraiment max. Bon, je crois que j'ai eu une période où j'en ai eu 4 en même temps, mais là, c'était trop et là, je déléguais. Enfin, je sous-traitais plutôt. Là, je Mmh. sous-traitais. Parce que là, c'était vraiment, trop de prestataires en même temps. Heu, mais mais sinon, en fait, le truc, c'était que moi, le coaching, ça me prenait 5 heures par client. Donc tu vois? Ça me prenait 1 heure par semaine, si tu veux, par client en coaching et c'est comme ça, bah, en fait, j'avais mon chiffre d'affaires en rédac. Donc par exemple, j'avais on va dire vers la fin, j'étais à 5 000 €, quelque chose comme ça en rédac, mais je sous-traitais une partie. Et après je pouvais prendre 4 clients en coaching et en fait je pouvais aller chercher à 10 000 € par mois, ce qui était impossible si je restais uniquement, sur ma presta ou alors, bah, en fait, oui, j'avais gagné un CA de 10 000, mais dedans il y avait, plus de la moitié qui partait en sous-traitance parce que je voulais vraiment bien payer aussi les personnes Mmh. à qui je sous-traitais. Parce que pour moi le but c'était pas de sous-traiter et de, payer à 5 centimes le mois alors que moi-même j'avais jamais voulu faire, du 5 centimes le mois. Donc c'était vraiment une façon si tu veux, de faire, alors je dis pas que j'ai fait ça directement du jour au lendemain, hein, tu vois? Ça a pris un peu de temps avant d'aller, chercher, ce résultat-là, mais en tout cas, c'était possible. Là où avec juste de la rédac, c'était pas possible. Mmh. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps aussi, c'est à la fois je faisais, plus du copywriting et cetera, mais une partie presta et une partie, formation. Et en fait, c'est un peu le mix parfait où le côté presta et dans ton cas, le SEO, oui, tu passes plus de temps par client et ça te prend plus d'énergie, mais c'est des contrats récurrents. Donc en fait, sur l'année, ça te fait, tu vois, un contrat à 1 500 € par mois, sur l'année, ça fait quasiment 15 000 € de CA. Donc ça fait quand même un bon CA
et tu vas coupler ça avec des petits one shots, qui sont pas récurrents, mais par contre sur lesquels tu es plus rentable et tu prends moins de temps et en fait, ça te fait mis bout à bout, ça te fait un très bon CA sur le mois, comme tu dis. Donc c'est un peu un bon équilibre, je pense, pour beaucoup de freelance, une fois que tu es solide sur la partie prestat, te dire: «Bah, tiens, je vais rajouter une offre pour aller, vendre des prestats à des gens que je peux pas signer aujourd'hui parce que j'ai pas le temps et cetera», pour rajouter du CA, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, moi j'étais pas solide déjà en presta quand j'ai lancé le coaching, hein. OK, J'avais déjà eu mes premiers clients, mais ça faisait 1 an, donc j'avais, en fait, si je gagnais, bah, après peut-être que pour toi c'est solide, mais j'étais justement au enfin, pour, ce que tu veux dire, aux 2 000-2 500, tu vois, par mois. OK. Et en fait, moi 2 000-2 500, pour moi, il y avait vraiment ce truc de c'est pas voilà, c'est pas ça que je vise. Et c'est à ce moment-là que j'ai directement ajouté le coaching avec vraiment cette logique de: «OK, c'est pas régulier, mais vu que ça me force à mettre en place des systèmes qui me permettent d'attirer régulièrement des clients, ben, finalement, au final, je suis gagnante parce que j'attire des clients tous les mois. Je ne suis pas dans un truc où je stagne à me reposer sur, juste mes clients à moi. J'attire aussi bien pour de la presta que pour, du coaching, et ça me permet, c'était vraiment ce truc-là, ça me permet de me libérer du temps et de pas m'épuiser et du coup d'avoir du temps sur mon business pour continuer de vendre, tous les mois. Je sais pas si Mmh. tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien et du coup, tu penses à quel stade à quel stade de business ou de maturité tu recommanderais d'ajouter une offre de formation en coaching quand tu fais de la presta de base? Moi, je dirais que ça dépend, en fait. Ça dépend de la personne en elle-même, de en fait, il y en a pour qui après 4 ans, ce sera toujours «trop tôt» entre guillemets, et il y en a, ça fait 1 an comme moi, ils sont lancés, et en fait, j'ai même eu une élève, ça faisait 6 mois, en fait, qu'elle était lancée, mais elle avait, la dalle, elle avait envie d'y arriver, et surtout, il y avait ce truc, en fait, il faut pas faire du coaching juste parce que, on peut gagner plus avec du coaching, entre Mmh. guillemets. On fait du coaching parce qu'en fait, on a envie de ne pas faire que de la rédac, on a envie, Ouais, d'accompagner, on a envie d'aider des petits entrepreneurs. C'est pas, enfin, pour moi, c'est touj peu importe le business model, c'est toujours une mauvaise décision à partir du moment où on le fait que pour le chiffre d'affaires. Ça rentre dans l'équation parce qu'à un moment donné, on est des ouais, entrepreneurs, mais il y a d'autres manières, en fait, d'aller, chercher plus de chiffre d'affaires. Il y a le modèle de l'agence, il y a le modèle, peut-être de passer sur du copywriting, sur du ghostwriting, enfin, il y a plein d'autres trucs. Mais je dirais que le bon moment, c'est le moment, en fait, où on en a vraiment, où on se dit: «Bah, voilà, moi, j'ai pas envie de faire que de la presta, j'ai aussi envie d'accompagner, de former, de transmettre ce que je sais». Et j'ai envie de mettre en place, ce type d'offre. Souvent, c'est après 1 an de prestat, je dirais, mmh, mais pour certains, ça peut être moins, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus, voilà. Quand il y a ce truc où on sent déjà qu'on est en train de tourner en rond et qu'on se dit: «J'ai pas ouais, envie de faire ça toute ma vie, donc autant commencer maintenant». Comme ça, je le lance maintenant, et ensuite, ben, pour pas se dégoûter de la rédac, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai été dégoûtée de la rédac, et à un moment donné, j'ai, arrêté avec mes clients un peu, pas du jour au lendemain parce que je l'avais fait de manière professionnelle, bien sûr, mais vers la fin, je tirais vraiment parce que j'en avais vraiment marre d'écrire, en fait, et je pense qu'il faut pas en arriver là, et qu'à partir du moment où on sent que, ben, voilà, oui, j'aime bien, ou j'adore le SEO, mais j'ai pas envie de le faire qu'après ça, et c'est ouais. quand on arrive à ça qu'on peut, voilà, qu'on peut, switcher. Ouais, moi, c'était un peu comme toi aussi, j'ai rapidement vu, pareil, au bout d'1 an, 1 an et demi que, écrire pour les autres, c'était cool, mais c'est très fatigant et en fait, j'avais l'impression de pas bosser pour moi, tu vois? Et de constamment, ouais, devoir faire des trucs, enfin, je voyais que je prenais beaucoup plus de plaisir quand je travaillais sur les trucs pour moi. C'est Alors, ça. c'est venu avec, d'autres difficultés et je trouve que ça rajoute un degré de difficulté en plus, tu vois? C'est pas du tout rose et facile, mais j'ai vu cette truc de en fait, il faut que je bâtisse des trucs pour moi et je trouve que en tout cas le modèle, un peu comme on parle là, à savoir, je fais un peu de presta et je fais un peu de coaching, bah, je trouve que c'est un modèle qui permet de la résilience et en fait, bah, tiens, quand peut-être que sur une partie, bah, ça se passe un peu moins bien, tu as un petit creux, bah, tu sais que tu as l'autre partie qui peut prendre le relais. Inversement, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu peux mettre le curseur en fonction de tes périodes, dire: «En ce moment, j'ai envie d'écrire et en ce moment, j'ai envie de moins écrire».
Heu, je trouve que ça tu vois le côté coaching, je vois, je trouve qu'en complément, c'est génial. Par contre, tu vois, faire que du coaching, je trouve c'est très dangereux parce que ça demande, et tu me diras, mais ça demande une infrastructure marketing qui est beaucoup plus importante derrière et je vois qu'il y a plein de gens qui ont pas envie de le faire. Tu vois, côté freelance, oui, tu es plafonné, mais avec 2 clients par mois à 1 500 €, bon, tu tournes et tu vis. En coaching, tu vois, il y a beaucoup d'efforts à mettre sur de la formation. En tout cas, c'est mon retour, tu vois, pour Mmh. constamment attirer des clients, des prospects, te faire découvrir par d'autres personnes, quoi. Tu es d'accord avec ça ou pas? Globalement, oui, ça dépend en fait de quel objectif on va chercher. Maintenant, je dirais que c'est pas non plus un truc marketing comme quand on vend de la formation. Donc j'ai fait, les 2 moi, j'ai fait coaching et formation. Formation, tu vends un truc à 200 €, là, bonne chance entre guillemets, pour, enfin, tu vois, il t'en faut 10 quoi pour aller chercher 2 000 €. Mmh, Ou avec du coaching, en fait, tu fais une vente, tu as déjà 1 500 € de mmh, plus. Donc trouver un client par mois, c'est pas non ouais, plus, selon moi, la fin du monde. Alors oui, c'est plus d'efforts que de trouver 2 clients sur l'année, ça on est d'accord, mais c'est pas non ouais, plus ouais. un truc, incroyable. Et alors, bah, moi, j'ai des élèves, en fait, qui soit font de la prospection, pour trouver leurs clients par mois en coaching, soit qui font du réseau. Elles vont dans des événements de réseau et en fait, il y a tellement de elles rencontrent beaucoup plus de personnes qui sont possiblement intéressés par du coaching, que des personnes qui sont possiblement intéressées par, de la presta, en fait, dans tous ces événements-là. Donc finalement, tu gagnes par exemple, tu as 2 000 € en rédac par mois. Donc moi, je suis d'accord, hein, il faut mieux au début, en tout cas, garder les 2, sauf si, tu es vraiment au point Mmh. d'épuisement par rapport à la rédac et que tu le prends un peu trop tard, on va dire. Mais, sinon, je trouve que c'est bien justement de garder les 2. Et tu vois, tu te dis, en fait, tu as 2 000 € en prestat, tu trouves un client, c'est pas la fin du monde, tu as 3 500. Tu en trouves 2, tu as 5 000. Tu vois, c'est pas un truc qui est non plus, qui demande une machine marketing incroyable. Si tu mets en place un peu de prospection, si tu as du Mmh. réseau, si tu as un réseau social et que tu as un système aussi de conversion, parce que souvent les gens ils ont de la visibilité un petit peu, mais il y a aucun système de, conversion derrière. Donc il faut vraiment regarder pour avoir les 2. Mais s'ils ont visibilité, conversion, franchement, c pour moi ça ou, du freelance, ben, c'est plus, «Qu'est-ce que tu préfères?» entre guillemets. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien d'avoir quand même les 2 au début, sauf si tu es épuisé dedans. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Je fais une petite pause de 30 secondes dans ton épisode. Est-ce que ça t'arrive parfois d'accepter des missions pas folles juste pour payer les factures? Est-ce que tu sais qu'il faut prospecter, créer du contenu, te positionner, structurer ton activité, mais que tu repousses sans cesse? Et est-ce que tu as l'impression de devoir repartir de zéro chaque mois et de gravir une montagne qui te semble insurmontable pour ton business de freelance? Si oui, c'est certainement que tu es bloqué actuellement dans ce que j'appelle le mode freelance bricoleur. Et j'ai justement enregistré un workshop gratuit dans lequel je t'explique pourquoi la majorité des freelances restent bloqués dans le mode bricoleur, les 4 fondations invisibles qui font la différence et qui vont te permettre de construire une activité solide et rentable, et enfin comment passer concrètement du mode bricoleur au mode professionnel. Je t'ai mis le lien en description de l'épisode. Fin de la parenthèse, on reprend l'épisode. Selon toi, c'est quoi les différences entre vendre de la presta, de rédaction SEO et vendre du coaching SEO? Est-ce que tu approches ça différemment quand tu vends ça à un client? Je dirais que pour vendre du coaching SEO, on va plus aller vers des personnes déjà qui n'aiment pas trop les réseaux sociaux, souvent. On va aussi se demander quels sont les types de clients qu'on va chercher sur Google, Mmh. tu vois? Donc, moi par exemple, je sais pas, une une hypnothérapeute, mettons. Moi, je me verrais pas faire ça en ligne. Donc, je vais chercher quelqu'un en local et du coup, je vais plus avoir tendance à faire ma recherche sur Google pour ce type, de prestataire. Donc, je vais me dire: «OK, ce type de prestataire-là, je cherche plus vers Google». Donc déjà, c'est une bonne cible par rapport à ça. Hem et hem et ensuite, ouais, dans le discours de vente, il y a vraiment ce truc de il faut que la personne, elle n'aime pas trop publier sur les réseaux sociaux parce que sinon elle va être focus réseaux sociaux. Donc ça a ce truc de dire il y a une autre voie qui est possible. Mmh. Heu et oui, simplifier le travail, en fait, pour la personne. Il y a vraiment ce truc-là, parce que si la personne, elle se dit: «Oh là là», déjà, elle se dit: «Le SEO, c'est compliqué, le SEO, ça prend du temps». Si toi, tu vas dans cette direction-là, le SEO, c'est compliqué, ça prend du temps, ça va pas intéresser. Donc il faut vraiment avoir pensé l'offre
comme je le disais tantôt, en fait, pour réduire ces frictions-là. Là où avec de la presta, bah, en fait, la presta, la personne souvent elle va ajouter un autre canal. C'est vraiment elle va se dire: «Ben, voilà, j'ai déjà, ceci, cela, j'ai aussi envie d'avoir le SEO». Enfin, quoique pas tout le monde. Moi, j'avais un client qui faisait que du SEO et tout son business c'était, du SEO donc bon, c'est pas obligatoire Ouais. mais souvent quand même et là, on est sur des clients, en fait, qui se posent même pas la question de facile, c'est compliqué, c'est juste ils n'ont pas le temps, en fait. Ils n'ont pas le Mmh. temps et le budget donc ils délèguent. Ouais, hyper intéressant. C'est malin ce truc de se dire, OK, c'est quoi les types de business qui ont particulièrement intérêt à être présents en SEO? Des choses qu'on peut l'appliquer à tous les types de prestats que tu vas vendre et l'autre truc que je me disais aussi en t'écoutant, c'est que l'un des avantages du SEO pour vendre du coaching, c'est que tu peux vraiment créer une méthode qui est quasiment scientifique, en fait. En SEO, il y a pas beaucoup de secrets. Tu peux dire: «Bah, tiens, si tu fais ça et que tu fais assez rigoureusement, assez sérieusement, bon, bah, il y a de fortes chances qu'il se passe des choses». Alors que sur d'autres canaux, tu vois, en copywriting, c'est moins le cas. Sur LinkedIn, c'est moins le cas aussi, c'est plus intangible, c'est plus personnel. Donc je pense que c'est l'un des gros avantages du SEO. Tu peux facilement formaliser, une méthode, en fait. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que mais c'est ça qui en même temps est super intéressant et si quelqu'un, veut lancer un coaching plutôt LinkedIn, Instagram, en fait, le problème avec LinkedIn et Instagram, c'est qu'on a plus ce sentiment qu'il y a 20 000 trucs possibles qui vont marcher. Et en fait, là où je pense que c'est vraiment intéressant, c'est si quelqu'un réussit à formaliser justement une méthode, mais du coup qui fonctionne pour un type de cible. Ouais, Si c'est ciblé, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher quelque chose qui va marcher. Donc, je sais pas, tu veux faire un coaching LinkedIn pour les RH, un truc, enfin dans le secteur ouais, RH, un truc comme ça. Et là, tu arrives à formaliser une méthode qui fonctionne pour cette cible-là. Et qui est assez, bah, en gros, tu suis le plan, quoi. Tu suis le ouais. plan, étape 1 c'est ça, étape 2 c'est ça, étape 3 c'est ça. Hem, pour moi, c'est plus efficace dans un premier temps que du trop sur mesure. Oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. L'avantage du SEO aussi par rapport à LinkedIn, c'est que, le SEO, comme tu dis, tu peux être quelqu'un, qui n'a pas envie de te montrer, tu peux, vouloir être en sous-marin et ça marche très bien. LinkedIn, je pense que le 1er gros frein, c'est pas créer du contenu, c'est pas savoir quoi dire, c'est juste, j'ai peur de m'exposer publiquement et j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi donc et pareil sur Insta, hein. Donc LinkedIn, tu rajoutes cette grosse barrière qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens et je pense que c'est parce que tu vois, moi, j'ai fait des accompagnements LinkedIn à un moment Mmh. et en fait, tu beau avoir un plan, c'est pas le plan qui va t'aider, c'est juste est-ce que toi tu dépasses tes peurs et tu publier, tu vois? Il Ouais, y a pas ouais. ça en SEO. Non, mais il y a, je contre ma flemme en SEO. Ouais, Donc tu vois, en fait, je pense vraiment que chaque truc a que chaque plateforme a oui, des freins et des oui, avantages et en fait, il faut juste trouver la cible qui est OK avec les freins et les avantages parce que pareil je vais pas faire un coaching podcast pour des personnes qui sont ultra timides. Tu vois ouais, ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. On va aller chercher des personnes qui aiment bien parler, on mettait, dans ton bulletin bavarde, par exemple. Tu ouais, vois, ces personnes-là, seront plus aptes à, par exemple, suivre un coaching podcast. Pareil sur LinkedIn, on va pas aller chercher non plus des personnes qui se disent, «Oh mon Dieu, ouais. jamais j'oserais, publier sur LinkedIn» parce on va trop ramer. Mmh. C'est vrai que le SEO effectivement, autant tu te montres pas, par contre c'est un gros travail, d'écriture de contenu et cetera. Enfin, tu le sais, je le sais aussi donc mais ouais, intéressant et ce que je note, c'est en fait, c'est ch cibler avec intention les bonnes personnes, tu vois? Ouais. Et j'ai l'impression que toi, tu es très clair avec le fait que c'est pas pour tout le monde, Mmh. c'est OK. Par contre, je vais cibler les gens et je vais me concentrer sur les gens pour qui ce que je propose, c'est vraiment très pertinent et c'est vraiment utile, quoi. Exactement, exactement. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, ça va pas parler à tout le monde, donc autant aller dans la direction de ceux qui auront le moins de freins de base. Ouais. Ça, tu vois, c'est un alors moi, tu vois, je parle souvent de ça parce qu'il y a pas de positionnement, mais heu c'est dur de quand tu te lances de lutter contre cette envie de bosser avec tout le monde, tu vois? Il y a plein de gens qui se disent plein de rédactrices qui vont se dire, des rédacteurs qui vont se dire: «Ah mais moi j'ai pas envie de me fermer de porte, j'ai envie, je veux rester curieux, je veux pouvoir bosser avec tout le monde». Tu me dis ce que tu en penses, mais en fait, c à un moment ça c'est,
c'est un plafond de verre pour toi qui va t'empêcher de progresser. Et ce qui va justement progresser, c'est que tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde et justement, tu vas cibler très précisément un public, un type d'entreprise et tu vas dire: «OK, je vais tout penser ce que je fais par rapport à ces gens-là, quoi». Ouais, 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 ça simplifie tout, en fait. Ça simplifie vraiment l'offre que tu crées, le Mmh, marketing, il y a trop de généralistes, en fait. Il y en a juste trop et comment mettons dans le SEO, comment tu sors du lot si tu dis, «Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une métadescription. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver des clients grâce à Google». C'est bon, on a vu, 100 000 fois, ouais, un post qui dit exactement la même chose. Qu'est-ce qui va faire que je m'arrête? Alors que si je suis, thérapeute et que je lis un truc vraiment spécifique à moi, au fait que j'ai un cabinet, au fait que ceci, bah, là, ouais, je vais me dire: «Ah oui, là, ça me parle», je lis et bah, il y a beaucoup plus de chances que ça convertisse derrière. ouais, ouais. Bah, c'est clair que plus il y a de enfin, plus un marché, se «sophistique» entre guillemets, plus un marché devient éduqué et cetera et plus tu as besoin d'aller trouver toi ton angle spécifique pour te différencier, et c'est clair que moi je vois souvent des posts LinkedIn, ouais, 3 conseils pour un bon article SEO. Mais en fait, ça parle à personne ça. Alors que Mmh. 3 conseils pour un bon article SEO pour thérapeute, dans une ville de moins de 100 000 habitants, là tu dis: «Waouh, OK, masterclass». Si moi je me sens visé là-dedans, je me dis: «C'est exactement ce que je dois lire». J'arrête tout ce que je fais et je lis ce post et en fait, ça crée une différence, énorme dans la résonance de ton contenu, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hem, l'un des gros aspects, que tu fasses du coaching, de la prestation service, c'est trouver des clients. Tu Mmh. disais, trouver des clients, tu faisais un peu tout. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu Heu, quel niveau d'effort tu mets aujourd'hui et où est-ce que tu les mets? OK, donc maintenant mon business model est totalement différent. Donc, Ah oui, alors c'est attends, parlons de ça plus la d'abord. Donc même chose. C'est Presta, rédaction SEO, ensuite coaching, enfin offre de coaching en plus pour tes potentiels prospects et là ouais. tu as encore, fait un pivot, c'est ça? C'est ça. En fait, depuis quasiment mes débuts, en parallèle, même si je parlais beaucoup à ma cible, il y avait toujours des petits moments où je revenais sur, les rédacs, en fait. Sur les rédacs parce qu'il y avait ce truc, moi, qui me frustrait beaucoup, c'était même pourquoi la rédac est aussi mal payée? Pourquoi c'est 5 centimes le mot? Pourquoi c'est aussi peu? Et alors aussi avec, le fait de, je vois qu'il manque aussi des compétences en SEO que, ben, moi j'arrive à acquérir. Donc sur le côté, j'avais lancé des formations de base SEO pour, les rédactrices. J'avais mon coaching, enfin voilà, il y a eu un moment où c'était le gros bordel dans mon business, on va dire. Et ensuite je suis tombée enceinte et alors là je me suis dit: «Ce n'est plus possible en fait, d'avoir, un business, où j'ai, 5 000 offres» parce que moi enfin encore une fois je faisais des calculs. OK, donc il faut que je vende, pour atteindre mon objectif, il faut que je vende 10 formations, il faut que je vende un coaching SEO, un Mmh, machin, un bidule. Et là je me suis posée, je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire? Et si je me focalisais sur une seule chose, je fais quoi?» Directement, c'est revenu sur mon envie d'aider, les rédacs, rédac plutôt SEO pour le coup, et je me suis dit: «Et comment?» Et en fait, moi, c'était justement le moment où, j'avais un peu envoyé valser tout ce qui était rédac parce que j'en avais marre. Donc je me voyais pas non plus faire un accompagnement rédac pour aider à trouver des clients rédac alors que vraiment, à ce moment-là, j'étais, voilà, saoulée. Et du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce qui a vraiment changé mon business, moi, en tant que rédactrice?» Et en fait, je pars toujours de moi et de ce que j'ai vécu pour, aller, vers, là où je veux aller. Et bah, c'est là où j'ai créé l'académie, donc pour aider les rédactrices web à lancer leur coaching SEO par mon expérience, justement, de plus de 3 ans là-dedans. Donc maintenant, je suis vraiment focus uniquement là-dessus. Et maintenant, mon business model, bah, il a quand même vachement évolué parce que je fais rentrer beaucoup plus d'élèves. Donc là, pour le coup, au stade où j'en suis pas à trouver un ou 2 clients par mois. Donc oui, à partir du moment où on veut trouver au minimum, heu, 6 clients par mois, on va dire entre 6 et 11 clients par mois, il faut plus de marketing. mmh, Et donc bah, là, je pour trouver mes clients, je fais en effet plus de marketing. Heu, je continue aussi mes coachings SEO, mais avec mon propre SEO. Donc ça, c'est mes clients qui me trouvent sur Google, ils réservent un appel et OK. voilà, donc je fais le coaching SEO, mais j'en parle plus du tout sur mes réseaux sociaux. Et mes réseaux sociaux, maintenant, c'est vraiment, ciblé pour les rédactrices qui veulent, développer leur activité avec ça. Et donc pour ça, j'ai Instagram.
LinkedIn, newsletter, et du setting, donc des messages privés. OK. Tu dirais que donc alors attends, donc aujourd'hui, tu dirais que, quelle part de tes revenus comment se répartissent tes revenus, sur un mois, par exemple, entre tes différentes offres? C'est principalement quand même, l'académie, vu que j'ai eu envie de vraiment mettre mon focus sur l'académie. Donc Heu, l'académie, c'est des coachings pour les Rédactrice, freelance SEO qui veulent lancer leur coaching SEO? oui, c'est ça, exactement. Oui. OK. Exactement, exactement. Là, maintenant, aujourd'hui, ça, c'était vraiment un choix. La plupart de mes revenus, c'est ça. Mmh. Après, tu vois, je vais faire 1-2 ventes de coaching SEO par mois avec mon SEO en plus. Si je peux prendre, je prends. Heu et hem et alors, selon les phases de l'année, par exemple, je fais souvent deux fois sur l'année, je fais des promotions sur mes formations SEO et je donne un coup de boost, on va dire, et de temps en temps, je fais aussi 1 ou 2 ventes qui tombent, sur mes formations SEO, mais c'est pas ça, on va dire, la plupart de mon revenu. Donc maintenant, aujourd'hui, mon revenu, c'est principalement l'académie, hem, avec, si tu veux parler chiffres, avec des mois entre 10 et 20 000 €. Et par contre avec client, c'est donc je fonctionne par candidature aussi. Donc en gros, voilà, j'explique ce qu'on fait. Si toi ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, tu poses ta candidature. Moi, j'analyse, je regarde déjà si ça a l'air d'être bon, si la personne elle est pas hors sol par exemple et Mmh. qu'elle n'a pas des objectifs qui sont totalement irréalistes, ou si, elle a envie de se lancer pour les bonnes raisons. Par exemple, je vais pas prendre quelqu'un où je sens justement que c'est juste la seule motivation, c'est: «Je veux faire plus d'argent», tu vois? Oui, bien sûr, encore une fois, on est entrepreneur, mais Mmh. j'ai envie de personnes qui vont me dire: «Oui, j'ai aussi envie de faire de la qualité, j'ai envie d'accompagner des petits entrepreneurs, j'ai envie de ci, de ça». Donc là, ils posent leur candidature, puis on a un appel, et pendant l'appel, on regarde ensemble, en fait, si c'est la bonne solution pour eux, si c'est le moment pour eux. Si c'est le moment, ben, go, ou s'il y a un red flag, on va dire, ben, je préfère, dire: «Ben, pas maintenant, mais pourquoi pas plus tard». Donc voilà, en 2 phases avec, visibilité sur, les réseaux ou parfois en setting. Quand je sens une personne, je lui propose moi, en fait. S'il y a une personne, elle me parle de ses problèmes, elle me parle de ses envies et là je sens que c'est, justement ce dont elle a besoin, bah, je lui dis: «Ben écoute, on peut en Mmh. discuter», et je fais des appels comme ça. Au niveau de ton marketing et de ton contenu, comment tu t'organises et comment tu gères ça, au quotidien? Alors je sais pas, désorganisée. Ouais, du coup, c'est plus, alors je me dis, en fait, que je dois envoyer 2 mails par semaine, que je dois faire 3 posts Instagram et au minimum 3 posts LinkedIn sur ma semaine. Je sais mes piliers de contenu, donc je sais que sur, LinkedIn, je vais avoir un post, tofu ou tofu, par exemple, donc je suis OK. assez claire sur ça. Et après, j'avoue, c'est au jour le jour. C'est vraiment, je me dis: «Bon, OK, aujourd'hui, ah tiens, je dois faire juste j'ai fait un tofu hier, aujourd'hui je dois faire un mofu», ben, je fais sur ça, je rédige mon post et je le publie. OK, et tu as des routines d'organisation où c'est un peu, chaque jour tu prends ce que tu as à faire et tu l'attaques, dans l'ordre? Ou est-ce que tu te dis, tu vois, moi par exemple, je sais que Mmh. j'aime bien démarrer mes journées toujours par, faire, de la création de contenu. Donc je sais que Mmh. j'ai un bloc de 1 heure, 2 heures où je fais ça et après je fais tout le reste, tu vois? Tu as un truc comme ça toi aussi ou c'est plus, freestyle? C'est une très bonne question. En fait, à un moment donné, je suis retombée, donc de base, je faisais comme toi. Puis à un Ouais. moment donné, je suis retombée dans du freestyle, et j'ai fait même pire que ça, c'est j'ai mis mes coachings le matin au lieu de mettre, l'après-midi, et du coup, je commençais par du coaching et après j'avais la tête, mais comme un Ouais. seau, et puis j'avais envie d'un peu me reposer, tout ça, et alors là, je me disais: «Bon, c super, j'ai mes après-midi de libre, mais je peux pas bosser, donc c'est pas l'idéal». Et moi, j'aime bien bosser. J'aime bien bosser parce que j'aime ce que je fais, donc j'aime bien travailler, donc avoir tous mes après-midi de libre, c'est pas non plus, mon but. Là, je me suis dit, ben, c'était il y a quoi? Il y a 3 semaines, 1 mois. Ça va pas, j'ai fait rebasculer tous mes coachings dans l'après-midi, j'ai changé mes créneaux, j'ai tout remis dans l'après-midi, et maintenant j'ai à nouveau, du coup, mon bloc, enfin, toute ma matinée où je commence aussi par ma création de contenu, et ensuite, je fais un petit peu les corrections pour mes élèves, et j'ai remis, en fait, mon propre business, si tu veux, en premier le matin.
Mmh. J'ai remis mon business, comme étant vraiment ma priorité, numéro 1. Ouais. Ouais, tu sais, il y a la phrase, «Paye-toi en premier. Parce Ouais, que souvent, ce que je vois, c'est effectivement, tu sais que tu dois créer du contenu, sur LinkedIn ou que tu dois prospecter, mais tu le mets toujours en dernier, soit de ta journée ou de ta semaine et tu es sûr qu'à la fin, tu as plus d'énergie et que ça passe à la trappe. Parce que si tu as écrit des articles ou du contenu pour des clients, à la fin, tu as le cerveau, free et tu peux plus aller te remettre dans: «Je vais créer pour moi» ou «Je vais aller prospecter». Donc le mettre en premier, je pense que c'est un bon conseil. ouais, tout à fait, ouais, vraiment, vraiment ça change tout. Moi, à chaque fois que je suis pas régulière, c'est quand ma création de contenu, passe pas en premier. Et à chaque fois que je Tu suis régulière, c'est quand c'est mis en mmh, premier dans mon mmh. agenda. Hyper intéressant. Qu'est-ce que tu petite question un peu plus, un peu coaching, mais imaginons qu'il y a une rédactrice, qui vient te voir et qui te dit, «Je j'ose pas monter mes prix» ou «Je me sous-facture, de manière, régulière, récurrente». C'est quoi un peu les conseils que tu lui donnes? Ou comment tu peux l'aider à oser monter ses tarifs et à s'affirmer davantage? Ouais. Hem Déjà, je repars, de vraiment d'un calcul. À chaque fois, je fais ça, c'est vraiment je repars du calcul donc OK, donc tes prix, c'est ça. Toi, ton objectif, c'est ça. Tu vois bien, c'est juste pas possible en fait, tu dois facturer plus et pour moi et c'est ce que tu disais tout à l'heure qui était très intéressant, c'est tu as le prix de on calcule sur la rentabilité, tu as la valeur et en fait, pour moi, la rentabilité, c'est le minimum que tu dois facturer et la valeur, ben, là, tu peux aller selon, où tu es, tu peux aller beaucoup plus haut. Mais il te faut un minimum et souvent, les rédacs, elles sont même pas en minimum nécessaire pour atteindre leur objectif. Donc là, on parle même pas de valeur, on parle même pas de tout ça, Ouais, c'est juste, il y a même pas, le minimum pour que ce soit possible et juste, en fait, réaliser ça, elles sont là: «Ah ouais, OK». En fait, ben, il faut le faire, quoi. ouais. Et ensuite, ben, j'avoue que j'ai pas nécessairement énormément d'arguments. J'ai dit: «Bah, augmente tes prix» et après elle me dit: «Mais non, tu es sûre?» «Mais si, augmente tes prix». «Mais tu es sûre?» et après la 3e fois, elle fait: «D'accord» et elle augmente, elle augmente ses prix donc ouais, il y a pas vraiment d'argumentation mais en fait, elles le savent qu'elles doivent augmenter. Elles ont besoin de l'autorisation de le faire et Mmh. cette autorisation-là, elle n'arrive pas à se la donner à elles-mêmes souvent et en fait, elles ont juste besoin de quelqu'un qui dit: «Mais en fait, tu peux le faire». Donc s'il y a de toutes les rédacs qui écoutent, vous pouvez augmenter, vos prix, vous avez enfin voilà, vous avez le droit, il y a rien qui vous en empêche et ouais et donnez-vous cette permission en fait, de le faire. Pas Ouais, besoin que, Pierre, Paul, Jacques te disent, ouais. Tu dirais que donc je pense qu'il y a un peu 2 éléments. Il y a, pour les gens s'ils veulent un peu réfléchir à leur situation, il y a effectivement combien tu factures et ne pas hésiter à monter parce que je pense que dans 99 des cas, tu peux toujours monter. Il y a très peu de cas où tu es vraiment beaucoup, beaucoup trop cher et tu es au plafond et ensuite, tu dirais que combien de jours maximum de prestations tu recommandes d'avoir par semaine? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Ce qui est sûr, c'est que 5, vendre 5 jours de travail, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que c'est quoi l'idéal pour toi? Idéal 3, max 4, vraiment maximum 4. Mmh. Donc bah, ce que tous les gens peuvent faire, c'est, voilà, se dire: «OK, comment je facture aujourd'hui? Si je fais fois 3 pour une semaine et fois 4 pour un mois, du coup, est-ce que je m'y retrouve ou est-ce que je reste au ras des pâquerettes, quoi?» Ça donne tout de suite un bon indicateur effectivement, très, tangible de: «OK, ça va ou ça Ouais, va pas, quoi». c'est ça. Moi, je pars vraiment du 13 jours par mois, en fait. 13 jours par mois. OK. Ouais, c'est ça et en fait, je dis: «Tu calcules, combien tu veux gagner, puis tu fais diviser par 13 et tu as ton taux, journalier» entre guillemets et ça, Mmh. c'est ton minimum. Je dis bien, ça, c'est ton minimum parce que ça Mmh. veut dire que si tu es full client, que tu as tous les clients que tu peux, tu gagnes ton mini enfin, tu vois, tu Mmh. gagnes ça et en Ouais. fait, ça, c'est pas, ça veut dire que que tu vas toujours tendre vers là, mais ça va être, très, très difficile de le dépasser ou de l'atteindre. Donc, bien faire comprendre que tu divises par 13 et ensuite c'est le minimum et là tu regardes où tu en es, si tu es à côté ou si tu es dans la bonne, direction. Et il y en a qui me disent: «Oui, mais moi, 13, je me disais, ouais, je peux quand même bosser et aller jusqu'à 20 et du coup je divise par 20». Mais non, 20, c'est pas Mmh. possible, quoi. C'est pas durable, ouais. Ouais. Hem, qu'est-ce que tu même question de tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, «Tiens, j'ose pas aller prospecter ou j'ose pas me vendre», tu vois? Comment tu dépasses la peur de se vendre, la peur de devoir, faire le travail commercial que toute entreprise sur terre doit faire, tu vois? Ouais.
Alors déjà, je pense qu'on ne se vend pas soi-même, on vend notre Très prestation et intéressant. je pense que Mmh. le fait de séparer les 2, Mmh. c'est déjà un peu rassurant parce que, se vendre soi, c'est vendre sa propre valeur et alors ça veut dire que tu as pas trop confiance en toi, ben, tu peux pas augmenter tes prix. Alors que tu vends ta prestation, ben, je trouve que déjà, en fait, tu es sur quelque chose de beaucoup où tu es plus détaché émotionnellement. Donc ouais, déjà vendre ça et puis, bah, à un moment donné, c'est, se reconnecter à sa vision, à là où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Donc si la personne, elle n'a pas travaillé son pourquoi, sa vision, bah, elle va pas aller passer à l'action parce que c'est tellement plus confortable d'être dans sa zone de confort et de je sais pas, de modifier son logo ou je sais pas quoi, que d'aller envoyer des messages de prospection. Mais si à un moment donné, tu te dis: «OK» et ça, c'est ce que je fais, tout le temps avec les rédacs, c'est pourquoi tu veux gagner tel chiffre d'affaires et alors de Mmh. vraiment décrire mais précisément parce que ça va me permettre de faire ci, ça et là, tu vois, le feu dont on parlait tout à l'heure, le feu intérieur, bah, là, il se réveille. Et alors, bah, là, tu te dis: «OK, bah, en fait, je sais pourquoi je le fais donc j'y vais». Ouais. Ouais, hyper intéressant. Heu, attends, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir et que tu as dit au début, mais j'ai oublié. Tu disais quoi? Tu disais Ah oui, vendre sa valeur et vendre oui, soi-même tout à fait. Oui, passion. tout à fait, c'est très vrai. Un truc, c'est que genre un petit conseil, mais tu sais, souvent dans une prospection, quand on va mettre de prospection, tu vas essayer de te vendre toi. «Je peux faire ça pour vous, voici mon portfolio» et cetera et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut plutôt vendre les bénéfices de la stratégie que tu proposes de faire. Donc c'est quoi les bénéfices d'être bien placé sur Google, par exemple, en SEO? C'est quoi les bénéfices d'être présent sur LinkedIn? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Et là, effectivement, tu es plus dans une logique où tu te vends toi, mais tu vends un bénéfice, un potentiel rêvé pour le client et effectivement, ça change tout et donc je trouve ça intéressant de même toi, de dissocier c'est pas moi que je vends, c'est, la presta, c'est, la stratégie qu'on met en place. Donc je trouve que c'est un bon Ouais, conseil. tout à fait. On est là pour aider, le client et pas, Ouais. comme tu dis, en fait, ça tourne pas autour de nous finalement, ça tourne plutôt autour du client et nous, on est un peu plus, le héros, c'est le client et nous, on est un peu plus le guide qui est là pour aider, le client à aller là où il veut, mais on n'est pas, ouais, c'est pas nous au centre de l'histoire. Comment tu vis, avec l'incertitude du fait d'être freelance? J'ai vu que tu me l'as mis en vers cette question, donc c'est peut-être une question qui te parle. Hem, Maintenant je le vis bien, mais il y a une période où je l'ai très mal vécu. Mmh. Moi je pense que c'était, les hormones, parce que c'était un peu après, l'accouchement, tout ça, donc après le postpartum, tout ça, j'ai eu une phase où vraiment, heu, j'ai fait un peu d'anxiété et où ça me stressait et je me disais: «Oh là là, est-ce que je vais réussir encore une fois à à aller, à aller faire ce que je faisais avant? Est-ce que ça va fonctionner alors que j'ai moins de temps, alors que ci, alors que ça?» Et en fait, maintenant, la confiance est revenue et je pense qu'il y a ce truc de en fait, la sécurité, il faut vraiment la chercher à l'intérieur de soi. Mmh. Parce qu'en soi, peu importe ta situation, même un salarié, est-ce que le salarié finalement, bon peut-être un petit peu plus, mais est-ce que le salarié va nécessairement avoir toutes les stabilités du monde? Bah, pas nécessairement en fait, la boîte elle peut fermer, il peut se passer ci, il peut se passer ça et on peut perdre quand même son travail. Mais par contre, réussir à remettre cette sécurité à l'intérieur de soi et se dire et c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas Mmh. facile, mais je l'ai fait avec le contrat intérieur, je pourrais t'en parler après. Mais vraiment se dire: «Bah, en fait, ça repose sur moi et oui, j'en suis capable et oui, je vais y arriver». Heu, Bah, ça m'a permis, en fait, de reprogrammer un petit peu, mon cerveau et de me redire: «Bah, oui, en fait, ça repose sur moi, oui, je peux le faire» et finalement, bah, maintenant, ne vois je vois beaucoup moins l'insécurité parce que je me dis: «Il y aura toujours un moment où je vais retomber sur mes pattes». Il y aura toujours un chemin pour arriver à la destination à laquelle je veux arriver et je trouverai, ce chemin-là. Mmh. Ouais. Non, je te rejoins à fond. C'est vrai que le CDI te donne l'illusion de la stabilité, mais en fait, c'est pas un contrat qui va faire que, demain la boîte pour laquelle tu bosses, va pas changer de stratégie, va pas fermer ou tu vas pas être, mis au placard. Enfin, déjà, il y a plein de choses qui peuvent se passer et je pense effectivement, comme tu dis, la plus profonde des stabilités, c'est au contraire, c'est ta capacité, c'est tes compétences, en fait. Tes Mmh. compétences, ton éducation, ta capacité à quoi qu'il arrive, à rebondir,
aller vendre des prestats, et peu importe ce que tu fais, en fait, c'est ça. Et une fois que t'en as conscience, heu, c'est là la vraie stabilité et la vraie, sécurité. Mais je te relance, c'est super dur. Et même moi, tu vois, j'ai beau te dire, j'ai beau le savoir et j'ai beau en être convaincu et j'ai beau avoir des preuves tangibles, tu vois, dans ma vie que, bah, je pense que je vais jamais je touche du bois, mais je pense que je vais toujours, réussir à m'en sortir. Bah, des fois, j'ai quand même des coups d'anxiété et des phases de: «Waouh, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, en ce moment, je suis stressé». Donc c'est pas évident. Mais comment t'as fait, du coup? Tu me disais, tu as Ouais, bossé sur la contrainte là-dessus, je veux bien que tu développes. ouais, ouais, mais je pense qu'on passe tous par là et ça peut déjà être rassurant pour, les personnes de se dire: «Mais en fait, il y a pas que moi qui peut vivre de l'anxiété» et peu importe au niveau de business, en fait, ça peut arriver. Et alors oui, de contrat intérieur, donc c'est, un contrat qu'on se fait envers soi-même et qui nous donne la direction d'où on veut aller. Donc, ça c'est pas un truc long, ça doit être une phrase. Moi, j'aime bien la découper en 3 parties et c'est un truc qu'on va se répéter régulièrement. Donc mon contrat intérieur, c'est: «Je suis positive, confiante, je prends soin de moi et des autres». Ça, c'est mon Mmh. contrat intérieur. Donc c'est simple, c'est court, c'est facile à répéter et en fait, si à un moment donné, je vais, avoir des pensées un peu négatives ou si l'anxiété revient ou quoi, je me dis: «Non, je suis confiante». Je suis positive, confiante. Donc en fait, ça me redonne, si tu veux, l'identité que je veux et le Mmh. fait de répéter, bah, à un moment donné, ça ça finit, par s'ancrer et ça vraiment et c'est important d'avoir un contrat intérieur dans lequel on croit. Pas un truc qui alors un truc vers lequel on tend, donc ça veut pas dire que c'est nous tous les jours, mais pas un truc totalement déconnecté de qui on est parce que si là, je vais dire, je sais pas: «Je suis sportive». Ouais, bah, j'y crois pas moi-même, tu vois? Donc ça va pas marcher. Alors que si je dis: «Je prends soin de moi», bah, là, ça va me permettre de marcher un petit peu plus, ça va me permettre de mettre en place, des actions pour prendre soin de moi, de faire du sport, mais sans non plus être sur un truc, tu vois, où, j'y crois, vraiment pas du tout. Ouais. Je pense que la grosse différence aussi, c'est se définir comme un verbe et pas comme un nom, tu Mmh. vois? Tu vois, si je reprends ton exemple, se dire: «Je suis sportif», quand tu l'es pas, bon, tu vas dire effectivement, «Je m'invente une vie, c'est pas moi». Par contre, Mmh. dire: «Je fais du sport» ou «Tous les jours, je fais un petit truc, je prends soin de moi», en fait, ça change tout. Et tu te Ouais, concentres non plus sur l'état final de, l'identité, mais sur la petite action quotidienne qui fait qu'à un moment, tu vas devenir cette personne-là. Et c'est donc, ça. mais j'aime beaucoup ce truc des petites phrases, en fait, ça paraît niais, ça paraît, un peu, «Ah, je me répète que je suis positif», mais en fait, tu vois, moi, je suis comme toi et j'ai mon petit carnet et je me rappelle des fois, je m'écris des trucs, et tu vois, un truc que je m'écris souvent en ce moment, c'est, je fais mon travail, dans le silence, sans stress et sans, anxiété émotionnelle, inutile, tu vois? Sans Ouais. agitation émotionnelle inutile. Tu as pas besoin de rajouter tout ça, c'est toi qui te le rajoutes. Donc tu peux juste te dire, tu t'assois le matin et juste tu prends ta to-do list et tu fais ce qu'il y a à faire et tu te demandes et tu te poses pas la question. Tu essaies pas de te rajouter un drama et ça, en fait, ça te, c'est pas magique, hein, mais ça t'aide, ça te conditionne, ça t'aide à te moi, ça m'aide à me calmer, à me dire: «OK, qu'est-ce qui est devant moi? OK, Mmh. je me concentre là-dessus, tout le reste, c'est du bruit et ça n'existe pas, quoi». Mmh. Ouais, tout à fait. Je reviens avec Carnot aussi. Quelle est ta force? Comment t'expliques entre guillemets, que tu dures, en tant qu'entrepreneur, que tu arrives à te renouveler? Tu vois, quand on t'écoute, on sent que tu t'es réinventé plein de fois et c'est pas évident ça de se réinventer et de se dire: «OK, il y a un truc qui marche plus, j'ose partir dans l'inconnu, de je refais un truc différent». Ouais, c'est quoi ta force pour toi? Ouais, je pense que c'est très niais aussi pour le coup, mais c'est vraiment ça, c'est j'écoute mon cœur et pas mes peurs. Depuis le jour 1, c'est Mmh. vraiment ça et si un truc me voilà, si par exemple je me dis: «Oh là là, je vais arrêter ce contrat-là», enfin au moment où j'ai arrêté la rédac, j'ai vraiment renoncé à 5 000 € par mois réguliers quand même. Pour un truc, où ben, j'allais devoir retrouver des clients, tous les mois et voilà et redémarrer vraiment un truc, alors j'irai pas redémarrer de zéro, hein, c'était pas ça, mais en tout cas, je vais vraiment dire adieu à plusieurs clients réguliers. Mais en fait, il y avait vraiment ce truc que je me répétais, c'est: «Ma peur, c'est de ne pas réussir à trouver», mais mon cœur, il me dit quoi? Qu'en fait, oui, tu vas y arriver et que c'est surtout ça que tu as vraiment, vraiment envie de faire
et du coup, je vais dans cette direction-là. Pareil, quand je travaille dans la banque, j'aurais pu me dire: «Ah ben, j'écoute ma peur et je reste dans la banque». Et je me fais chier et ça me saoule et tant pis. Mais en fait, non, je me suis dit: «Non, non, non, tant pis, je trouverai une solution». Et ce truc de vraiment, je pense qu'il y a cette croyance vraiment, hem, où je sais que je trouverai toujours une solution. J'en parlais justement avec Fanny, il y a pas longtemps, où je disais que quand j'étais en voyage, je réservais jamais mes logements. J'allais, après je me disais: «Bah, il y aura toujours un logement de libre quelque part, dans ce pays, et si c'est pas dans cette ville-là, bah, je vais dans la ville à côté, mais il y aura toujours un logement». C'est un peu la même chose un peu dans l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est je me dis: «Il y aura toujours un truc à faire, et il faut juste que je le trouve, mais il y aura toujours quelque chose», et je décide de me faire confiance pour le trouver. Mmh. J'aime beaucoup «je décide», tiens. Je subis pas ça, je subis pas ce qui m'arrive, c'est je suis aussi actrice et voilà, je prends ça en main. Ouais. Comment tu te formes? J'ai l'impression que tu te fais souvent accompagner. Est-ce que c'est un truc, important pour toi ça? Oui, 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 je très souvent. Heu, de base, c'était au minimum une fois par an. C'était une fois par an un accompagnement, donc avec un coach, que ce soit groupe ou que ce soit en individuel, mais j'avais vraiment besoin d'un accompagnement, pour me redonner la direction, pour me changer justement ma façon de penser, pour passer à l'action, faire les choses autrement, si tu veux. Donc au minimum une fois par an, je faisais ça, plus des petites formations, voilà, de temps en temps, je me formais sur, certains sujets. Ça, je le fais de moins en moins, des petites formations. Mais maintenant, je me fais accompagner plus souvent parce que, i en fait, quand je me fais accompagner, je me dis pas: «Cette personne va révolutionner ma vie», mais je me dis: «Je suis sûre que au contact de cette personne, je vais apprendre maintenant on est plus sur ça, sur des détails, mais que ces détails-là, ça va tout changer en fait. Ça va changer beaucoup de choses si je décide de les mettre en place. Mais en tout cas, je sais que ça me donnera cette énergie de mettre en place, de changer des choses et ouais, de me confronter à des points de vue différents, à des idées différentes. Donc ouais, ben là, par exemple, je me fais accompagner depuis, novembre, et c'est un système un peu comme un abonnement si tu veux. Donc chaque mois, on peut ou pas renouveler, OK. et prendre un mois en plus, et ben, pour le moment, je continue parce que vraiment ça m'apporte, ça m'aide à me dépasser, ça me motive. Ouais. C'est quoi tes zones de progression, tu dirais, en ce moment? C'est quoi les sujets sur lesquels enfin, tu aimerais te développer? Hem, c'est, alors il y a une partie sur la communication sur Instagram. Où je pense que j'ai toujours des trucs un petit peu à apprendre, donc si tu veux, moi j'ai un système de candidature et mon objectif, c'est surtout de faire augmenter, tu vois, le nombre de candidatures que je reçois de manière naturelle. Donc c'est comment améliorer ma communication pour donner plus envie aux gens de poser leur candidature naturellement, et du coup faire un peu moins de setting. Même si le setting, ouais, je le garde parce que ça marche bien et ça me permet de mieux connaître, les personnes, que j'aide. Donc il y a ça, et après ça va être même sur la vente. C'est assez global, hein, l'accompagnement sur la vente. Il va y avoir vraiment un petit truc où on va me dire: «Ah, bah, en fait, quand tu réponds, par exemple, à cette objection-là, au lieu de dire cette formulation-là, ben, change et dis celle-là». Et Mmh. puis moi, je vais me dire: «Mais oui, c'est ça». Ou alors, ben, pareil en setting, tu vois? On va me dire: «Ben, au lieu de tourner la phrase, de cette manière-là, ben, tourne-la plutôt de cette manière-là, tu vas voir ton nombre de oui, il va doubler». Et après je teste et puis je me dis: «Ah, bah, oui, ça marche bien». Donc il y a ça, et alors, ouais, juste, ma coach, elle est, très motivante et du coup, elle va à chaque fois me fixer, et moi, ça me fait pas peur. Je sais bien qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça, mais elle va me dire: «Bon, allez, Océane, on fait 30K ce mois-ci, ça va?» Et alors, moi, je vais me dire: «Ah bah, OK». Et alors, du coup, dans mon cerveau, ça va tourner, je vais me demander comment faire, et du coup, je vais demander d'aide. Donc il y a un peu ce côté aussi, m motivation d'avoir quelqu'un Mmh. qui va même parfois voir plus grand que ce que je vois moi-même, et du coup, qui va me donner envie de passer. Donc ouais, communication, vente et mindset/motivation. Ouais, mais tout ce qui est enfin, je le vois tout le temps avec, plein de gens que je connaisse, mais il y a clairement une corrélation entre, heu, ta vitesse de développement, croissance et ta faculté à aller chercher, de l'aide chez les bonnes personnes et te faire accompagner, en fait.
Et il y a un petit côté égo parfois: «Ah non, en fait, je vais y arriver tout seul, je vais me battre, j'ai pas besoin de me faire accompagner». Mais en fait, tu gagnes tellement de temps, d'argent aussi à te faire accompagner que des fois, il faut juste: «Vas-y, tiens, je te donne de l'argent, montre-moi comment faire et je vais y aller beaucoup plus vite, en fait». Ouais. Ouais, je pense qu'il faut pas trop d'ego justement. Hem, Tu vois, moi, je vais me perdre dans la rue, je vais aller demander à mon chemin. Il y a toujours ce truc de, si je sais pas, à un moment donné, je Ouais. vais aller plus vite, je vais demander à quelqu'un et pareil, pareil dans le business, en fait et je me dis: «Il y a pas moyen que j'apprenne pas quelque chose». En fait, si la personne a un business plus avancé que moi, je me dis: «C'est d'office qu'elle a compris un truc que j'ai pas compris». Mmh. C'est pas de la chance, ça j'y crois pas à la chance de, Ouais. ton business, tu fais enfin ma coach elle fait des mois à 50 000 €, c'est pas de la chance à un moment donné, c'est qu'elle a compris un truc et du coup je me dis: «Qu'est-ce qu'elle a compris que moi j'ai pas et que j'ai pas compris?» et ça va vraiment se jouer sur des détails mais ouais, je suis d'accord avec toi, il faut en fait aller vers ces personnes-là où on se dit, et prendre ses responsabilités parce que c'est pas parce qu'on va vers quelqu'un qu'il faut dire: «Ah bah voilà, je remets mon destin entre tes mains». Ouais, c'est très vrai. C'est ça, il faut aussi se dire: «Ben voilà, c'est moi qui vais passer à l'action, mais je vais apprendre». Ouais. Je rebondis sur le truc de c'est pas de la chance. C'est vrai qu'une fois que tu entreprends et que tu côtoies beaucoup de gens qui entreprennent, qui sont plus avancés, même moins avancés, en fait, tu te rends compte que c'est jamais de la chance. Non. Que si tu es plus loin, c'est que tu as compris des trucs que toi, tu pas compris. C'est que tu as débloqué des souvent, c'est des trucs mindset, souvent, c'est des et ça en fait, ça paraît dur à comprendre quand tu démarres. Tu dis: «Ah ouais, truc mindset, OK». Mais en fait, tu justement si justement tu es là-dedans, c'est que tu dois justement travailler ton mindset et c'est justement que tu vois pas ce que tu devrais voir ou et ouais, enfin, c'est en fait, c'est jamais de la chance. Sauf Mmh mh. très, très rares exceptions, mais je connais personne qui a un business qui tourne depuis plusieurs années, où ça marche bien, où en fait, c'est de la chance, hein. C'est que Ouais, c'est ça. Tu peux avoir de la chance une fois, mais tu peux ouais, pas avoir de la chance, plusieurs mmh. mois d'affilée, plusieurs années d'affilée, être là depuis je sais pas combien de temps et que ça continue de marcher. C'est qu'il y a, des choses qui sont mises en place. J'ai 2 questions, pour terminer. Quels sont les si on parle juste sur de la presta de contenu et enfin, tu vois, pas forcément du coaching, mais c'est quoi les erreurs les plus récurrentes que tu vois chez les freelances? Je dirais que c'est, de ne pas assez passer à l'action, mais genre les bonnes actions, tu vois? Ne pas se dire: «OK, j'ai mon plan pour prospecter» et ne pas se fixer d'objectifs. Je pense que ça démarre de là, en fait. Ça démarre de là. En fait, on me dit: «Ouais, je veux augmenter, mes revenus» ou «Oui, je veux trouver plus de clients». Oui, mais tu veux en trouver combien? Tu veux gagner combien? Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu peux mettre en place ces bonnes actions et ne pas partir dans tous les sens. Donc par exemple, tu veux trouver, 2 clients. OK, donc pour trouver 2 clients, bah, mettons, tu as un taux Mmh, de conversion en appel de 50, donc il te faut 4 appels. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour avoir ces 4 appels, en fait? Est-ce que tu vas aller, prospecter et tu vas essayer d'avoir un appel par semaine? Est-ce que tu vas créer du contenu? Est-ce que tu vas aller dans des événements, dans des réseaux? Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place pour avoir ces personnes-là en appel et pour ensuite, faire, tes demandes? Mais si tu sais même pas où tu vas, bah, tu avances, les yeux fermés. Donc ouais, savoir où on va pour ensuite mettre en place les bonnes actions et les faire, quoi. C'est un peu ce truc d'avoir des non négociables. Si pour atteindre ton objectif de devant, tu dois avoir 4 appels et du coup, ça veut dire que tu dois prospecter, je sais pas, 3 personnes par jour, bah, fais-le, quoi. C'est ton minimum et tu le fais et tu y vas. comment tu comment tu dépasses la flemme de faire des choses? Comment tu es Ne rigoureuse au quotidien dans tes actions, tu vois? Je dirais que c'est vraiment ce truc de pas se laisser le choix, en fait, tu vois? C'est ce truc de non négociable, mais il faut pas que ton non négociable soit le maximum que tu peux te donner. Tu vois? Je vais pas avoir un non négociable, envoyer 50 messages de prospection par jour Ouais, parce que là, on n'est plus sur un non négociable, on est sur ouais, un truc de fou. Donc vraiment se fixer le minimum et se dire: «Ben, en fait, si je fais au moins ça et ça, il y a pas le choix, je le fais». Et même mmh, si j'ai la flemme, ben, à un moment donné, est-ce que tu vas écouter ta flemme ou est-ce que tu as envie de réussir, tu vois? S Tu ouais, vas pas réussir dans la flemme. Donc ouais. mmh, OK. Dernière question pour toi, si tu devais, redémarrer de zéro là aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais en premier? C'est quoi ton premier réflexe? Hem, donc là, on part du principe, je sais déjà, ce que je veux vendre, tout ça? Imaginons que oui. OK. En vrai de vrai, je me ferais vite accompagner déjà, parce que je me dirais,
au tout début d'activité, pour moi, c'est essentiel. J'ai pas envie de perdre du temps, j'ai envie de structurer, de cadrer et d'avoir mon plan d'action pour la suite. Donc je pense que, je me ferai accompagner, pour un début d'activité. Et je mettrai en place justement mon plan. Quel est l'objectif que je veux atteindre? Sans viser trop au début parce que sinon on va se décourager. Donc je me dirais, «OK, ben, c'est 2 000 €». Je calculerai combien de clients je dois avoir pour gagner ces 2 000 € là. Qu'est-ce que je veux vendre pour que ça matche? Et ensuite, ben, quelles actions je choisis, de mettre en place. Et je serai quand même sur un réseau social et je pense que je ferai aussi, un peu de prospection et du réseau, en gros. Enfin, tu vois, j'irai dans des événements où je rejoindrai un réseau d'entrepreneurs ou un truc comme ça. Cool, trop bien. Merci beaucoup, Océane. Mmh. Avec plaisir, Valentin, merci à toi.